Donc bonjour à tous, merci de votre présence ce matin pour suivre cette table ronde dans le cadre du sommet Cities for Life. Table ronde qui est d'actualité juste après la COP22 qui vient de se tenir à Marrakech, comme vous le savez, puisqu'elle va traiter de la ville face aux défis climatiques. Et donc, je vous prie de nous excuser pour ce retard qui est occasionné par un petit retard au démarrage en salle plénière. Et certains d'entre vous, et c'est bien normal, ont souhaité attendre la fin de la plénière pour nous rejoindre. Donc, pour parler de ce sujet extrêmement important de la ville face aux défis climatiques, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Auguste, directeur de l'innovation et des marchés de Veolia, Éric Salomon, directeur général Paris pour Enedis, Monsieur Mohamed Larbi Belkaïd, maire de Marrakech, Célia Blowell, adjointe à la mairie de Paris, chargée de l'environnement, du développement durable, de l'eau, de la politique des canaux et du plan climat-énergie territoriale, et Madame Anne Giraud, qui dirige l'Agence parisienne pour le climat. Donc, comme vous le savez tous ici, je pense, la ville concentre une part croissante de la population mondiale. C'est une tendance qui ne cesse de s'accélérer. Et elle est déjà aujourd'hui responsable de 70% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc on peut dire qu'elle est en partie responsable du changement climatique, mais elle en est également une des premières victimes pour tout un tas de raisons, notamment parce qu'elle concentre une partie importante de la population et aussi parce que beaucoup de grandes villes dans le monde sont situées sur des zones côtières qui sont en première ligne face à certains des effets de ce changement climatique. La ville apprend à se prémunir des effets de ce changement climatique, c'est ce qu'on appelle l'adaptation, mais surtout elle développe, ou en tout cas aussi elle développe des solutions pour contribuer à atténuer ce changement climatique, puisqu'elle a beaucoup d'atouts pour elle. Ça fait plusieurs années qu'il est admis que la ville est un échelon particulièrement efficace pour des raisons d'échelle, de proximité avec les habitants et de prérogatives de plus en plus élargies, même si, comme on va le voir, leur statut n'est toujours pas officialisé dans les négociations climatiques. Les villes sont de plus en plus présentes en marge de ces négociations et de plus en plus inventives dans les solutions qu'elles proposent. Alors justement, nous allons profiter de la présence de Monsieur Larbi Belkaïd, qui, en tant que maire de Marrakech, vient d'accueillir la COP22 pour que nous fassiez un petit bilan de cette COP et pour nous dire en quoi les villes se sont montrées particulièrement actives lors de cette COP. J'espère que votre micro fonctionne mieux que le mien tout à l'heure. Sinon, je vous passe le mien. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir posé cette question maintenant, juste après la COP22. Bien sûr, nous avons à Marrakech, comme vous le savez, on a réussi l'organisation de la COP22. Il y a à peu près presque de 40 000 personnes, visiteurs, des délégations, des personnalités, des présidents, qui se sont tous venus à Marrakech pour entretenir les accords de Paris, COP21. Bien sûr, tout le long de la COP22, du 7 novembre au 18 novembre, il y a eu des négociations qui sont très fortes et très pénibles même parfois entre toutes les délégations, la société civile aussi qui était encore très forte dans ses idées, ses déclarations. Et en même temps, nous, les élus, si vous voulez, on a opté aussi à un sommet des élus et des maires, un sommet des maires et des régions, aussi des présidents des régions, un sommet qui a été clôturé par une déclaration de Marrakech et qu'on a proposé à la zone bleue. Et de toute façon, c'était une COP qui était réussite aussi, après la COP de 21 de Paris,
dans le monde entier, pour la première, avait essayé être réunis sur quelque chose de concret. Tout le monde était à l'heure. Eh bien, pendant la COP22, on a conclu, tout le monde avait conclu un plan d'action 2016-2017 jusqu'à 2018. C'était une bonne conclusion pour mettre tous les termes d'action en action. Ça veut dire on doit passer à l'action au lieu de toutes ces années qu'on a perdues dans l'organisation. Donc aujourd'hui, tout le monde est conscient de ces dérèglements climatiques qui ont un impact très dangereux pour la vie, pour les citoyens dans tout le monde. Alors précisément, vous parlez de l'impact du changement climatique pour la ville. Si on fait un zoom sur la ville dont vous êtes le maire, Marrakech, en quoi est-elle affectée par le changement climatique et surtout comment faites-vous pour lutter contre ces impacts du changement climatique? Qu'est-ce que vous mettez en place? Oui, merci aussi de cette question. Marrakech était déjà dans la vision de ce changement climatique depuis longtemps. On a commencé à en parler. On a pas mal soit au niveau des mairies, soit au niveau de la société civile aussi, qui est devenue aussi très forte dans ce contexte d'environnement. Et bien, Marrakech, on s'est lancé dans pas mal de projets très structurants au niveau de l'environnement. La première, depuis 10 ans, on a déjà une station de purification de l'eau usée, des eaux usées, avec lesquelles maintenant on arrose tous les golfs de Marrakech. Tous les golfs de Marrakech, à peu près une vingtaine de golfs, sont tous arrosés par de l'eau purifiée. Donc il n'y a pas d'eau potable qui se gaspille dans les golfs. Et ça fait 10 ans, c'est la première, je crois que c'était la première en Afrique. Et ça, c'est le premier projet, si vous voulez. Nous avons pas mal de projets pendant ces dernières années aussi. C'est le problème des déchets, le problème des déchets ménagers. On a opté à une décharge qui est contrôlée et dont on fait le tri, on fait la valorisation des déchets ménagers. Et on a une ancienne décharge qui est datée depuis 30 ans. Maintenant, c'est un espace vert. Et aussi, il est doté aussi d'une station d'électricité, des stations d'électricité qui est par le biais des biogaz. C'est-à-dire, par le biais des biogaz, maintenant, on produit de l'électricité dans cette décharge. On a aussi un plan de déplacement, de mobilité urbaine très fort, qui est ami de l'environnement au niveau de la mobilité. Nous avons maintenant installé des bus, ce sont des projets intégrés, des bus électriques et des vélos électriques et des motos électriques en même temps, parce qu'à Marrakech, on a beaucoup de motos. Alors donc, c'est un projet très, très, très ambitieux. Maintenant, il a déjà commencé, il est en cours. Maintenant, on a déjà les bus électriques, mais comme je dis que c'est un projet intégré, il est doté d'une station solaire, et ces stations, c'est elle qui alimente, si vous voulez, qui alimente les bus, qui alimente les motos, qui alimente les bicyclettes électriques aussi. Donc, il y a cette dimension énergétique, de l'efficacité énergétique qui est aussi très, très innovante à Marrakech. Et comme vous le savez, le Maroc est entré dans cette vigueur d'efficacité énergétique, d'énergie renouvelable, par la grande station Nord 1, ce qu'on appelle Nord 1, et qui à peu près dans 10 ans, 15 ans, nous aurons presque de 52% du produit de nos besoins en énergie à partir des solars. C'est investi plusieurs milliards de dollars à Ouarzazate. Et ça, donc, si vous voulez, le Maroc et Marrakech même, s'est émergé dans
dans ces chantiers, si vous voulez, concernant le climat, concernant l'environnement. Et il y a pas mal il y a d'autres projets aussi. Hein, il y a d'autres projets aussi au niveau des jardins, parce que Marrakech historiquement, c'est une ville de grands jardins. Donc on a beau aménager ces jardins et les espaces verts aussi, et ils sont tous dotés de l'énergie solaire pour l'éclairage, parce qu'on a l'éclairage aujourd'hui des jardins, des espaces verts dotés par le solaire. Et comme ça, on a commencé, tout ça a commencé, il est déjà en cours, et on essaye d'améliorer, de généraliser dans toute la ville. Merci beaucoup pour ces exemples et ce rappel du fort engagement effectivement du Maroc pour les énergies renouvelables. Je vais maintenant me tourner vers Célia Blowell. Donc une ville comme Paris, qui est capitale d'un pays en climat tempéré, est-ce qu'elle est elle aussi en proie à des menaces liées au changement climatique, et comment faire pour s'y préparer et pour atténuer ce changement également? Bonjour à tous et toutes. Permettez-moi quand même d'abord, en tant que maire adjointe, de vous souhaiter la bienvenue dans cette salle assez particulière du Conseil de Paris. Je dois vous dire que pour moi, cette session prend une tonalité assez amusante, parce que d'habitude, à vos places, il y a des visages beaucoup moins souriants et beaucoup plus énervés. Et pour l'anecdote, vous avez sous vos micros le nom de la personne qui siège normalement à cette place. Peut-être vous verrez-vous un signe ou je ne sais pas, ou rien. Je pense particulièrement à Olivier Blond, parce que je vois où il s'est assis. Je sais très bien qui siège là d'habitude, mais voilà. Ceci étant dit, revenons-en au climat. Effectivement, Paris est la capitale d'un pays tempéré, mais ce n'est pas pour autant que la problématique climatique est extrêmement importante pour nous. Tempéré parce que quand on parle d'adaptation au réchauffement climatique, il est évident que Paris n'a pas du tout les mêmes problématiques que certains pays du Sud. Le dérèglement climatique, pour nous, ça ne signifie pas la sécheresse, les problèmes d'accès à l'alimentation, des déplacements de population. C'est sûr que les pays du Sud sont beaucoup plus frappés que nous par ces problématiques-là, mais pour autant, la question de l'adaptation et des effets du réchauffement climatique à Paris est un sujet pour nous. Et c'est pour ça qu'en parallèle de la politique d'atténuation que nous menons, parce que ça fait maintenant 10 ans que Paris est engagé dans un plan climat pour réduire l'empreinte écologique de la ville, réduire nos émissions de gaz à effet de serre, parce qu'évidemment, cette problématique du climat, elle est globale et chacun doit apporter sa pierre à ce sujet. Et bien, nous avons lancé une vaste étude qui a un nom excessivement technocratique et pas forcément très engageant quand on l'a dit comme ça, mais une étude des forces et faiblesses de Paris face au dérèglement climatique et à la raréfaction des ressources naturelles. L'idée derrière, c'était vraiment de voir eh bien, comment Paris devait s'adapter et se préparer à faire face aux effets du dérèglement climatique. Ce qu'on a appris avec cette étude, eh ben, c'est que Paris était quand même fortement résiliente, qu'on avait à la fois un positionnement géographique, c'est vrai qu'on n'a pas de côte déjà, ce qui est un vrai sujet en termes de réchauffement climatique. Donc, mais on a des berges. Mais on a des berges, tout à fait, qui posent plein de sujets. On n'a pas de côte, mais on a une position géographique qui nous aide, une politique urbaine depuis des dizaines d'années qui aussi nous prépare à faire face, et une politique sociale aussi qui permet à Paris d'absorber les chocs. Mais quand on regarde les effets du dérèglement climatique à Paris, on sait par exemple que la crue, sous les effets du dérèglement climatique, est un phénomène qui devrait s'intensifier ou en tout cas poser sujet. Les vagues de chaleur sont un sujet très important pour nous, et les phénomènes de stress hydrique qui peuvent en découler. Donc du coup, juste pour donner un exemple très concret de ce qu'elle fait, cette stratégie d'adaptation, parce qu'elle s'adresse à tous les enjeux qui traversent la ville, je prendrai un exemple très concret qui est celui de l'eau et qui me tient particulièrement à cœur parce que je suis aussi présidente d'Eau de Paris, qui est la société de la ville de Paris qui gère l'eau du robinet des Parisiens, la produit et la distribue. Par exemple, quand on prend la problématique de l'eau, on va la regarder à travers de 4 grands piliers, et c'est comme ça qu'est systématiquement construit la stratégie d'adaptation. D'abord, la gestion de crise, comment on se prépare en cas de crue ou de vagues de chaleur à ce que l'ensemble de la ville soit mobilisé, comment on protège la ville, comment on monte les infrastructures qui vont bien et comment on mobilise la population pour qu'elle puisse y faire face et que l'ensemble des services soient en route sur ces questions-là. Comment on prépare aussi à la gestion, à la culture du risque, les populations. Deuxième pilier, c'est comment on change de on évolue par rapport à cette gestion de crise dans une logique de prévention et d'anticipation, et comment on prépare notre ville à faire face à la crue. Ça veut dire revoir toute la politique d'urbanisme,
Comment aujourd'hui on désimperméabilise pour laisser l'eau de pluie s'infiltrer dans le sol plutôt que d'avoir un engorgement qui amplifie la crue. Comment on travaille sur le zonage pluvial et nos égouts aussi pour désengorger les systèmes d'assainissement, et comment on réfléchit à des zones d'expansion de crues naturelles plutôt que de penser grosses infra, barrages un petit peu plus à l'ancienne. Troisième pan de cette politique d'adaptation, c'est la sécurisation de notre approvisionnement en eau. Qui dit effet du dérèglement climatique au-delà de la crue, c'est aussi le phénomène de stress hydrique. On sait que Paris, d'ici 2080, devrait connaître des étés de plus en plus chauds. La canicule de 2003 pourrait être la règle, d'après les études. On pourrait perdre de 20 à 50% de nos ressources en eau souterraine, 30% du débit de la Seine. Toutes ces questions nécessitent aussi de sécuriser l'approvisionnement en eau. Et là, on travaille sur à la fois réduire les consommations d'eau, être plus efficient sur les réseaux, mais aussi avoir une politique là aussi préventive pour travailler à la fois sur la quantité mais aussi sur la qualité. Qui dit moins d'eau dit aussi une concentration des pollutions. Donc on a développé aujourd'hui un programme avec les agriculteurs qui sont sur les sources d'eau de Paris pour qu'eux-mêmes rentrent dans une démarche pour réduire les pollutions à la source plutôt que d'avoir à traiter en usine. Ce qui nous permet, à travers cette stratégie d'adaptation de la question de l'eau, de rentrer dans la politique alimentaire et de se dire, tout en protégeant nos ressources en eau, on est en train de reconstruire des circuits pour alimenter peut-être demain la capitale dans une agriculture qui soit à nouveau plus locale et plus biologique. Et donc c'est vraiment ça aussi le dernier pan du coup de notre stratégie d'adaptation, c'est d'être vraiment dans une stratégie holistique, intégrée, tous les sujets s'intercoupent et surtout de remettre beaucoup d'humain là-dedans. Parce que je crois que la nouvelle étape des politiques climat, c'est on a des solutions techniques, technologiques, et on a beaucoup fait ces dernières années, les villes qui ont un vrai temps d'avance sur ces sujets-là. Mais l'idée maintenant, c'est aussi comment cette transition, ces politiques d'atténuation et d'adaptation embarquent un maximum de personnes et soient justes aussi dans ce qu'elles produisent. Merci beaucoup Célia. Je me tourne maintenant vers Gaëtan Sioux. Donc on vient d'avoir deux exemples de villes très différentes, mais vous qui êtes architecte, je le rappelle, d'origine mauricienne, mais vous travaillez dans le monde entier, vous avez une vision internationale de cette thématique. Est-ce qu'on peut dégager des grandes tendances générales dans la manière à la fois dont les villes sont confrontées à ce changement climatique et dont elles y répondent finalement ? Bonjour tout le monde. Effectivement, quand on vient d'une île, on a envie de voir le monde. Et je vais vous parler un peu du monde. En fait, il y a en gros trois attitudes face au climat, au changement climatique dans le monde. La première, je parlerai du monde, je ne dirais pas latin, mais l'Europe telle qu'elle est. Il y a une espèce de responsabilité collective, un devoir, une conscience qui est prise et on réagit avec le cœur et tout ce que l'on voit, vous êtes en train de faire, vous le faites dans cet esprit-là. Le deuxième, c'est le monde anglo-saxon qui lui aussi voit les choses, je dirais, par devoir et par conscience. Mais on n'a pas de représentants autour de la table, mais quelques personnes qui le connaissent bien en revanche. Mais qui ont ajouté un volet, c'est l'opportunité économique. Ils ont tourné la question verte en un champ total d'opportunités économiques et ils y vont dans ce sens-là dans le monde. Aux États-Unis, même en Grande-Bretagne, c'est une approche qui aujourd'hui, toute cette expertise qui est développée, elle est développée dans un esprit économique pour attaquer la question sur ce plan-là. Le troisième, c'est le monde émergent. Le monde émergent, on est, même s'ils sont très différents, l'Asie n'est pas pareil que l'Afrique, mais on est dans la survie, mais pour des raisons différentes. En Chine ou en Inde, la santé, les questions de pollution et de qualité de l'air, aujourd'hui, on est dans une obligation. Les dépenses de la santé de la Chine, par exemple, touchent presque les 30% sur les maladies qui sont liées à l'environnement. Donc, vous comprenez que la prise de conscience est vraiment une question de survie. En Inde, à Delhi, la qualité de l'air est une des villes les plus polluées du monde. La survie, c'est aussi pour des petits pays comme le mien, l'île Maurice, les Maldives, etc. On est très vulnérable face aux catastrophes naturelles. Donc, la montée des eaux et tout ça, c'est pour nous une question inévitable, inéluctable.
Et l'autre question de survie a un volet plutôt positif. La survie tout court, dans beaucoup de pays d'Afrique ou certains pays d'Asie difficiles, j'ai vu une prise de conscience où la survie, en fait, devient une survie de création, de créativité, plutôt d'innovation, et qui transforme, par exemple, j'ai fait un voyage il y a une dizaine d'années, bien avant toutes ces questions qu'on a sur les déchets, en Éthiopie, à Addis Abeba. À Addis Abeba, ils ont même le marché des objets recyclés, mais il y a 10-15 ans. Je parle du mercato, et là-bas, c'est vraiment une attitude totalement différente. Rien ne se jette, rien ne se perd, tout est recyclé, tout est retravaillé depuis bien longtemps. Ouais, on assiste à beaucoup d'inventivité sous la contrainte économique ces dernières années, effectivement, et également beaucoup d'innovations venues des pays émergents qui finalement peuvent être adaptées aux pays dits développés. Ouais. Okay. Si je peux ajouter juste quelque chose, c'est que cette innovation aujourd'hui, connectée au numérique, leur donne un marché qui n'existait pas avant. C'est-à-dire ils sont dans le marché de l'online economy, complètement dans le monde. Je vais dire, une dame au Kenya a inventé une application qui s'appelle iCow, qui comment dire, change l'élevage de son élevage complètement dans tous les pâturages. Ils peuvent connecter tout. Et c'est vendu dans le monde entier. Le Kenya, encore une fois, est à l'avance parce qu'ils ont même fait le mobile banking. Qui est extraordinaire. Je vais m'arrêter là peut-être. Merci beaucoup, Monsieur Siu. Je me tourne vers Monsieur Salomon parce qu'il y a un point commun entre les villes d'aujourd'hui, d'après ce que j'ai retenu de nos échanges, qui est une exigence croissante vis-à-vis de leurs infrastructures et des prestations qui y sont associées. Une exigence qui est à la fois le fait des habitants et des équipes municipales, ce qui est un peu et donc normal. Comment est-ce que vous faites face à cette nouvelle exigence tout en maintenant et améliorant vos infrastructures par rapport aux défis dont on parle ce matin? Bonjour. Nous sommes face à un double défi. D'un côté, pour qu'elles soient connectées, pour qu'elles soient attractives, nos villes ont besoin d'être connectées en permanence, et ce, quelles que soient les conditions. Ça signifie donc que les infrastructures pour qu'elles soient connectées, c'est mieux comme ça? Je recommence donc. Pour qu'elles soient attractives, nos villes ont besoin d'être connectées en permanence, et ce, dans n'importe quelle condition. C'est vrai pour vous, en tant que citoyen, vous ne supportez plus que vos box Internet soient déconnectées. Les entreprises ne peuvent plus vivre si un de leurs serveurs est déconnecté. Ainsi, donc, pour nous, au quotidien, cela signifie que l'ensemble des infrastructures, ce qu'on appelle les lignes de vie, que ce soit les transports, que ce soit l'eau, que ce soit l'électricité, le degré d'exigence va croissant, et c'est bien légitime. Il faut donc investir beaucoup dans l'ensemble de ces réseaux, pour les maintenir, pour avoir ce niveau de qualité qui, lui, va croissant. Mais d'un autre côté, et comme Célia Bloel l'a rappelé, la menace va elle aussi croissant. Nous devons faire face aux aléas actuels du climat, les suites du dérèglement climatique. Tous les scientifiques s'accordent à dire que la crue à Paris ou ailleurs dans le monde, que les îlots de chaleur, ces phénomènes vont être de plus en plus violents et de plus en plus fréquents. Il faut donc que nos réseaux, que l'ensemble des réseaux de vie soient capables de résister à ces aléas. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus compliqué parce qu'on ne connaît pas l'intensité. On a eu l'occasion de se préparer un petit peu à Paris au mois de juin pour faire face à des crues. Et là apparaît un autre aspect de la résilience de la cité, de la résilience des villes. C'est la capacité des villes à travailler ensemble. Vous apercevrez sans doute que l'ensemble des opérateurs ont des plans de crise, ont des dispositifs qui leur sont propres et qui fonctionnent. Certes, on peut s'améliorer. En revanche, l'un des défis majeurs qui s'offre à nous tous est justement de travailler sur les interactions.
entre ces différents plans. Par exemple, que lorsque on enlève l'électricité à quelqu'un, parce que vous savez bien que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage, on ne prive pas un serveur absolument vital pour la cité. Et il y a quantité d'exemples comme ça d'interactions dites fonctionnelles, mais au-delà du jargon, ça signifie que les plans de crise de l'ensemble des acteurs doivent être imbriqués. Et là, on est dans le coopératif d'urgence, mais qui apporte de la résilience à la cité. Merci beaucoup. Ça fonctionne pas. Bon. Autrement. Mais voilà, ça fonctionne. Merci beaucoup. Excusez-moi, je suis obligée de me coucher à moitié sur le bureau. Oui, c'est un sport. Hein. Je me tourne maintenant vers Monsieur Auguste. Est-ce que vous faites le même constat que Monsieur Salomon sur cette évolution des attentes des villes vis-à-vis de leurs infrastructures et de leurs prestataires de services? Comment est-ce que vous avez vu évoluer les choses précisément? Oui, tout à fait, bien sûr. Et je pense qu'il y a plus d'exigences, plus d'attentes des villes par rapport à leurs infrastructures, par rapport aux acteurs qui travaillent sur la ville, simplement parce qu'il y a plus d'attentes et plus d'exigences des citoyens. Dans un monde où il y a de la transparence, où on ne peut plus dire que les impacts du changement climatique, les risques d'inondation, par exemple, ne sont pas connus, et les impacts sociaux, les impacts économiques. Donc il y a une exigence pour le maire, pour la ville, d'être dans l'action, au risque, comme on l'a vu à la Nouvelle-Orléans, que les gens ne reviennent pas, en fait, après un événement comme Katrina. Bien sûr que les activités économiques choisissent potentiellement d'aller ailleurs, et même dans un monde anglo-saxon, je l'ai vu moi dans la région de Chicago, qu'il y ait des attaques contre la ville, d'assureurs ou d'espèces de class action, comme ça se passe aux États-Unis, quant au fait que la ville aurait dû faire un certain nombre de choses, prendre des mesures pour éviter l'impact économique. Donc une vraie nécessité. Mais au-delà de cela, je pense qu'avec le changement climatique, il y a quelque chose d'assez inattendu qui est en train de se passer dans les villes, qui est une transformation profonde, que je comparerais à la transformation digitale dans le monde de l'entreprise. À mon avis, elle vient de l'émergence du thème de la résilience. Parce que quand on se pose la question de la résilience, on est obligé en fait de regarder les choses de façon large, dans leur ensemble. Madame Lowell parlait de l'alimentation, pas forcément quelque chose qu'on aurait attendu dans un plan d'adaptation. Donc on est obligé de regarder les choses de façon large. Le digital, ensuite, apporte aussi une vision complètement nouvelle de la ville. Il y a des données sur tout, et la possibilité de les croiser. Ce qui conduit aussi à avoir une approche beaucoup plus systémique de la ville. Et puis enfin, le thème central de cette conférence, l'inclusivité. Répondre aux problématiques d'inclusivité suppose aussi de regarder les choses de façon large. Donc à mon sens, ça conduit à trois types de transformations sur la ville. D'abord, une transformation que j'appelle souvent technique, qui conduit en fait à faire éclater un certain nombre de silos traditionnels autour de ce que je connais, moi, l'eau, la gestion des déchets, l'énergie. En fait, tout ça, c'est connecté. Les problématiques de gestion de l'eau, je l'ai vu, moi, à New York, au moment de Sandy, les problématiques au niveau de l'eau sont venues, bien sûr, des problématiques d'alimentation en énergie. À Fukushima, les problèmes d'eau sont venus du fait que l'énergie, en fait, les moteurs n'étaient pas disponibles. Donc, une connexion forte. Problème de santé, des pluies importantes, s'il y a une mauvaise collecte des déchets, peuvent conduire à des problèmes de santé. Donc, la nécessité de sortir de ces silos et de ces organisations qui sont souvent en silos pour voir les choses de façon plus large. Nécessité aussi d'aller au-delà du fait de bâtir des infrastructures. Souvent, on se dit, ben voilà, il faut mettre en place des infrastructures et puis les choses sont faites. En fait, la façon dont sont gérées ces infrastructures fait la différence. Et là aussi, par exemple, le digital fait que les équipements, les infrastructures nous parlent. Et nous parlent de ce qui se passe dans leur vie, quelque part. Et donc, on se pose la question de l'exploitation. On a développé chez Veolia ce qu'on appelle un urban board, un tableau de bord pour le maire, qui permet de voir ce qui se passe au niveau des infrastructures, mais aussi ce que disent les réseaux sociaux. Donc, connecter l'infrastructure, ce qui s'y passe, et aussi ce que disent les gens. Et enfin, bien sûr, l'espace collaboratif.
la ville, le territoire, pour faire face aux problèmes de résilience, pour faire face aux problèmes d'inclusivité, nécessite sans doute de nouveaux types de collaboration. Et si je prends deux ou trois exemples, nous sommes en train de travailler à la Nouvelle-Orléans avec Swiss Re, un réassureur, pour trouver ensemble des modèles qui peuvent répondre à la problématique de la ville. Ça, c'est lié en partie à l'aspect économique dans le monde anglo-saxon que mentionnait M. Sioux, au fait que les villes calculent, estiment le coût qu'aurait ce type de catastrophe et le coût, en fait, de s'en prémunir, notamment via des assurances. Absolument, se soucier de la dimension économique, mais aussi au niveau de la ville, mais aussi des acteurs de la ville. L'impact sur les entreprises qui subissent éventuellement l'impact des inondations, mais qui ne sont pas acteurs d'habitude. Donc là, l'opportunité de reconnecter en fait le monde privé et le monde public pour mettre en place des solutions qui vont être positives et impactantes. Un autre exemple, nous avons lancé ce qu'on appelle des incubateurs d'entrepreneurs sociaux, qu'on appelle pop-up. Il s'agit là, autour de nos métiers, de favoriser l'émergence d'initiatives privées, d'entrepreneurs, pour créer de l'emploi, créer de la dynamique sociale, créer plus de liens. Et c'est fait en collaboration avec des gens comme Ashoka, comme Make Sense, et donc des collaborations pas tout à fait traditionnelles entre différents acteurs du territoire. Et ça, je pense que c'est vraiment des éléments, encore une fois, de transformation par rapport à l'approche plus classique autour des infrastructures. Et ce sont au final des transformations qui remettent l'homme au centre, qui remettent l'humain au centre de la ville, et donc qui la ressente sur son but, sa mission première. Merci beaucoup. Justement, l'homme, on en a parlé plusieurs fois depuis le début de cette table ronde, des habitants des villes, des citadins, qui sont une des parties prenantes essentielles. Vous parlez de collaboratifs, de nouveaux types de partenariats à la fois entre entreprises, entre les entreprises et la collectivité et avec les habitants. Et donc, je voudrais en fait donner la parole à Anne Giraud de l'Agence parisienne pour le climat pour qu'elle nous explique justement le rôle de cette agence et comment vous travaillez en partenariat avec la ville de Paris pour faire en sorte que les habitants prennent conscience et agissent face à ces problématiques. Bonjour à tous, merci beaucoup de me donner cette opportunité. Donc vous l'avez vu dans les interventions préalables, les enjeux sont très forts, les objectifs à moyen et long terme sont donnés, les politiques publiques et le plan climat de Paris sur notre territoire est tout à fait robuste. Donc globalement, on sait où on doit aller, on connaît ces enjeux. La question maintenant qui se pose, c'est comment on y va ensemble, comment on y va dans le temps, pas à pas, de manière solide, de manière cohérente, pour arriver à atteindre ces objectifs de long terme. Et c'était dans cet esprit-là que l'Agence parisienne du climat a été créée il y a 6 ans pour justement accompagner ce changement avec 2 grands enjeux dès lors qu'on passe à la phase opérationnelle. C'est comment on accompagne les grands sujets de transformation urbaine. Et mon voisin et monsieur également a bien expliqué l'importance de ces transformations de réseau. Donc cette transformation urbaine que dans les villes construites comme Paris, on doit mettre au cœur de nos sujets, mais en même temps, comment est-ce qu'on arrive aussi à accompagner le changement ? La question du changement climatique, c'est un sujet qui peut, a priori, faire peur. Et si on veut engager les acteurs, que ce soit les acteurs privés, les acteurs économiques, mais aussi les citoyens, il faut pouvoir les rassurer, il faut pouvoir les accompagner, les prendre un peu par la main, leur donner des éléments qui vont leur permettre de franchir toutes ces étapes qui vont nous permettre de gagner à l'horizon du XXIe siècle. Alors c'est comme ça que l'Agence parisienne du climat a été créée, et nous on est, ce que je dis souvent, une alliance opérationnelle pour la mise en œuvre de ces politiques publiques. Alors on croise différentes problématiques, nos éléments de langage, c'est l'innovation, c'est l'empathie, c'est le croisement des regards, c'est les pas de côté, c'est cette alliance-là, et c'est quelque part un peu une coalition. Autour de ça, on a réussi en 6 ans à créer une forme de gouvernance qui allie en même temps les grands acteurs des politiques publiques, les grands représentants des opérateurs énergétiques, mais également la société civile, les acteurs privés, bref, 90 adhérents qui sont autour de nous et qui constituent cette coalition.
Alors on sait qu'au travers de ces acteurs, on n'est pas toujours d'accord, on a des dissensus, ceux-là on les laisse de côté, mais au moins sur les consensus, on avance ensemble sur un socle qui nous permet de progresser dans ces enjeux. Alors pour ne pas rester trop théorique, je vais essayer de vous donner quelques exemples précis de ce qu'on pilote. Alors vous avez rappelé très justement le sujet qu'il y a d'accompagner les citoyens dans cette compréhension du sujet du changement climatique et dans les étapes qu'ils doivent franchir pour aller vers des comportements plus sobres, plus économes, bref, aller dans le sens des politiques que l'on souhaite conduire. Alors nous, on dit finalement ce qu'il faut, c'est comprendre pour agir. Et pour comprendre pour agir, il faut mettre sur la table plusieurs sujets. D'abord, expliquer la réalité du changement climatique. Donc nous, on a dans nos partenaires Météo France, et donc on fait avec Météo France certaines descentes d'échelle climatique pour expliquer la réalité du changement climatique sur Paris, que c'est déjà ici, on peut déjà le constater, et le faire de manière récurrente, puisque la force de la pédagogie, c'est la répétition. On a aussi une activité de conseil neutre, gratuit, indépendant, toute une série d'éléments d'ateliers dans lesquels les Parisiens peuvent se retrouver pour pouvoir discuter, échanger, être accompagnés. On propose aussi une bibliothèque de solutions, parce que si on a compris, si on veut agir, qu'est-ce qu'on doit faire ? Donc là, l'idée, c'est de mettre à disposition une bibliothèque de solutions pour dire, voilà, en fonction de ce que je suis, de mon âge, de ce que j'ai envie d'être, parce qu'il faut rendre quand même cette histoire aussi globalement désirable, là où est-ce que je vais aller chercher, quel type de solution je vais mettre en place. Et bref, essayer de travailler avec les Parisiens sur des parcours de vie, qui soient des parcours de vie agréables, puisque cette question-là, elle doit aussi faire plaisir, et qui amènent à atteindre nos objectifs. Donc ça, c'est le gros travail que l'on fait auprès des citoyens et qui n'est pas encore terminé, mais qui creuse dans la société. Et puis, je dirais, sur la transformation urbaine, qui fait aussi le pas avec ce sujet-là, c'est l'accompagnement au grand programme de rénovation énergétique du bâti parisien que la ville de Paris a lancé il y a quelques mois et dont nous sommes le guichet unique, avec l'objectif d'accompagner les propriétaires, les copropriétaires à Paris à cette rénovation, mais surtout également en même temps d'accompagner la transformation de la filière professionnelle, puisqu'il faut donner du sens, il faut donner de la visibilité aux professionnels, qu'ils voient bien qu'il y a un marché à gagner, qu'il y a de la valeur économique dans ces marchés, et que globalement, en poussant la demande et l'offre, on va arriver pas à pas, à son rythme et de manière cohérente, à rénover le parc bâti parisien et à le faire être en ordre avec le changement climatique et les objectifs globaux. Donc vous voyez qu'à l'Agence parisienne du climat, globalement, nous sommes des experts du quotidien, nous sommes des accompagnateurs opérationnels, nous sommes des acteurs de cette transformation. Alors c'était très intéressant d'être là pendant ces 2 jours, puisque comme nous, on aime bien faire des pas de côté, croiser des choses, des sujets un petit peu différents. On était vraiment enchantés de voir à quel point les démarches inclusives et tous les sujets qui ont été portés dans ces deux jours nous aident à aller un peu plus loin et plus profond dans notre programme de travail. J'espère que certains d'entre vous, sans doute, ne nous connaissent pas et on serait très heureux de profiter justement de cette table ronde pour pouvoir échanger, discuter, parce qu'on est tous quand même globalement assez petits face à tout ce qui nous attend pour gagner au XXIe siècle. Merci beaucoup, Anne. Je vais redonner la parole à Célia. Peut-être un mot sur la manière dont les relations à la fois avec les habitants et peut-être aussi avec les entreprises évoluent entre les grandes villes et ces parties prenantes par rapport à ces problématiques-là. Est-ce que vous direz qu'il y a une évolution du type de relations ? J'étais en train d'y penser en écoutant Anne, en fait, qu'on est tous autour de cette table en train de finalement faire la promo chacun de notre marque, la ville de Paris, la ville de Marrakech, l'Agence parisienne du climat, je pense que tu l'as dit une dizaine de fois, pareil pour Enedis, mais effectivement, c'est ça, enfin, on est représentatif de ce qui est en train de se passer. Les villes aujourd'hui, il y a la politique publique classique, parce que la transition, elle passe par ça, on change nos politiques de transport, les berges, l'alimentation, etc. Mais ce qui est de plus en plus important, c'est cette relation, et Anne a dit le mot d'alliance, en fait, qui unit de plus en plus de personnes,
qui ont envie de se projeter dans ce nouveau monde et qui ont envie d'engager la transition. Donc effectivement, à Paris, cette relation elle a beaucoup évolué par pragmatisme, parce que 80% des émissions de gaz à effet de serre du territoire ne viennent pas de décisions qui sont prises dans cette assemblée, mais sont liées finalement à l'action de tout à chacun. Et donc on a besoin d'emmener les gens avec nous. Et puis par culture aussi, parce qu'on est aussi dans une génération de femmes et d'hommes politiques, je crois, qui ont envie d'être dans la co-construction. Donc le job aujourd'hui, c'est effectivement d'emmener les citoyens, de les motiver à venir avec nous, de mettre la pression sur nos opérateurs d'énergie ou de déchets pour qu'ils se mettent dans cette dynamique-là. Peut-être qu'eux le vivent différemment et le décriraient différemment. D'être en lien de plus en plus avec les maires du monde entier pour, dans la diplomatie des villes, faire pression sur les instances onusiennes, sur nos États aussi, qui ont un petit temps de retard, il faut bien le dire, sur ces sujets-là, et aussi de créer des choses comme l'Agence parisienne du climat, qui sont des nouveaux objets de la transition, comme le sont d'ailleurs des entreprises publiques comme Haute-Paris. Je vais refaire un petit coup de promo. Mais voilà, c'est ça qu'on est en train de faire, et même si on a l'impression là de voir 6 entités qui parlent chacun de leur vie et du climat, on est en fait en train d'agir déjà, je crois, tous ensemble, pour à la fois construire des villes durable, mais je crois avec une conscience de plus en plus forte que ça doit être des villes où chacune et chacun vit mieux. Ce terme inclusif qui est maintenant à la mode depuis le début de l'année, je crois qu'on y travaille aussi fortement déjà depuis de nombreuses années. Et ayant dit ça, je vous prie de m'excuser, mais dans 3 minutes, je serai obligée de vous quitter. Non, mais alors je pense que de toute façon, merci beaucoup Célia, et nous allons vous libérer. Je pense qu'il nous reste également assez peu de temps globalement sur cette table ronde. Je vais redonner la parole à Monsieur Salomon, puis à Monsieur Auguste, parce qu'il y a un point que vous avez tous les deux évoqué, qui est celui de l'attractivité des villes et en quoi leur résilience et la résilience de leurs infrastructures peut être un facteur d'attractivité. Je vous demanderai d'être très bref sur ce sujet, s'il vous plaît. Malheureusement, le temps nous est compté. Et ensuite, je redonnerai la parole, si je peux, encore à messieurs Sioux et Belkaïd très rapidement. Je vous écoute. Alors, la résilience est sans nul doute une partie qui va attirer, qui va garantir l'attractivité des villes. Depuis maintenant quelques années, les villes, comme l'a dit Célia Bloel, tous ensemble, les villes évoluent fortement. La transition énergétique à Paris, c'est une réalité. Les réseaux électriques se modifient en profondeur. Vous savez sans doute qu'il y a quelques années, un réseau électrique transportait du courant d'un site de production vers un site de consommation. Dorénavant, ces réseaux électriques sont capables d'intégrer les énergies renouvelables. Ce sont des réseaux qui sont multidirectionnels, qui permettent d'intégrer les recharges des voitures électriques pour que la qualité de l'air à Paris, je rappellerai que nous avons 30 000 voitures électriques dans la région Île-de-France, pour qu'au quotidien, notre quotidien soit plus agréable. L'attractivité, elle sera garantie sur le long terme si nos villes sont sobres. Et ça me paraît être un argument extrêmement fort de la résilience. Être sobre et raisonnable en énergie, c'est pour cette raison qu'Enedis installe des compteurs dits communicants pour que chacun puisse être un consommateur, c'est-à-dire qu'il agit lui-même à son niveau individuellement sur notre consommation d'énergie et qu'au total, on soit des acteurs raisonnés. Donc c'est ça pour moi qui va garantir l'attractivité et la résilience de demain. Merci beaucoup. Monsieur Auguste, un mot sur ce sujet également ? Oui, juste un mot très très court. Je pense qu'on commence par parler du climat avec les aspects inquiétants. Et en fait, très rapidement, on est tous sur une dynamique optimiste, positive, anglo-saxonne peut-être. Transformer la contrainte en opportunité. Mais exactement, quoi. Donc, qu'elle soit économique, qui remette encore une fois l'homme au centre, la coopération, la collaboration au niveau de la cité. Et ça veut dire beaucoup plus de liens. À un moment où on voit dans le monde qu'on est plutôt dans des dynamiques de division et qui sont inquiétantes. Donc je pense qu'au final, le climat, c'est une belle opportunité. Ça peut rassembler finalement. Tout à fait. Monsieur Sioux, justement, cette contrainte transformée en opportunité, vous la constatez par le monde ? Oui, je crois qu'il y a un mot qui relie tout ça, c'est la connectivité. Hein. Ça ne connecte pas seulement les villes, les infrastructures, mais surtout les personnes. Et à travers les personnes, on arrive à faire beaucoup de choses. Je crois qu'il y a toute une liste. Il y a une ville, j'ai oublié le nom de la ville qui avait cité ce mot, connectivité, circularité pour l'économie circulaire, mais ça peut aussi structurer le chaos, structurer le changement, la crise dans la cité et célébrer la ville finalement. Parce que c'est réellement ce qu'on essaye de faire. Et peut-être un petit mot sur l'Afrique. L'Afrique, on dit qu'on a tous 2 téléphones, un pour répondre, un pour ne pas répondre.
Et donc, parce que tout le monde est connecté. Et ça change complètement le rapport avec l'espace, le rapport avec le temps. Et je crois que c'est là la vision positive de demain, parce que notre déficit en infrastructure dans les pays émergents vont complètement être transformés par la manière de célébrer la ville. Pardon, c'est mon chronomètre. C'est le chronomètre. Que je ne peux pas arrêter. Si. Néanmoins, merci beaucoup, Monsieur Sioux. Et dernière parole, le mot de la fin à Monsieur Belkaïd sur. Est-ce que vous pensez que le rôle des villes devrait être reconnu de manière encore plus formelle dans les négociations climatiques? Oui, oui, bien sûr, c'est remarquable pendant ces dernières années, ces 2 années, surtout pendant la COP21 et la COP22. Les mairies se sont vraiment émergées dans cette vision. Et ils pèsent sur toutes aujourd'hui les contrats pour le climat et pour le dérèglement climatique. Aujourd'hui, il y a 2 sommets des maires. Il y a le sommet des maires de la COP21, le sommet des maires de la COP22. Certainement, les sommets prochains aussi, il y aurait toujours les maires qui viennent pour appuyer leur vision. Pas que, bien sûr, pas comme les gouvernements, mais c'est parce que tout se passe au niveau territorial, tout se passe au niveau des municipalités. Ouais. Donc on doit être très, très vigilant, très remarquable dans notre discours, dans notre vision, pour le citoyen, pour l'homme. Alors donc, tout le monde, bien sûr, tout le monde est conscient déjà de ce fléau et de ce phénomène, mais je crois qu'il faut gérer les risques, bien sûr, vu les vagues de chaleur, vu les inondations aujourd'hui qui sont là dans les grandes villes. Et il y a vraiment à peu près vraiment des paniques. Lorsque à Marrakech, par exemple, ou même au Maroc, même si ce n'est pas nous, c'est le Sud qui a pollué la planète, mais on subit ce phénomène. Donc je crois qu'on doit gérer les risques tout en allant vers les citoyens, pour approprier la résilience de leur ville et pour leur dire la vérité et pour qu'ils soient toujours prêts si vous voulez, à défendre, à sauvegarder leur ville. Merci beaucoup. Et sur cette conclusion, on comprend bien qu'en fait les enjeux, par-delà les différences de climat d'une région du monde à l'autre, sont les mêmes et que toutes les villes sont confrontées aux mêmes enjeux et celles de les traiter de la même façon. Les entreprises également, beaucoup plus de partenariats, d'implication des citoyens, de partenariats publics-privés, de partenariats entre entreprises, donc, et beaucoup plus de travail tous ensemble et moins de division. Voilà, puisqu'on parle d'inclusivité, effectivement, ces 2 jours. Merci beaucoup à vous pour votre intérêt. Encore désolé pour le retard pris en début de session. Et je vous souhaite une bonne journée, bonne continuation et à bientôt. Au revoir.